étant donné que le PIB est directement lié à la consommation d'énergie, on va avoir une chute du PIB, enfin en tout cas on peut le souhaiter, mais il se trouve qu'une chute du PIB dans la structure actuelle de notre économie, ça amènerait directement à de la destruction d'emplois. Donc comment faire pour que la descente énergétique soit socialement acceptable? Eh bien, vous avez la réponse. Il faut organiser la diminution du pouvoir d'achat. Et cette organisation n'est acceptable qu'à partir du moment où en face, vous arrivez aussi à faire baisser les charges. Alors la première charge aujourd'hui, c'est celle du logement. On va retomber sur ce que je disais tout à l'heure. Comme de toute façon, pour des raisons énergétiques, il faut faire dégonfler les grandes villes. Ça tombe bien. Si je vous enlève 30% à votre salaire, mais que vous allez dans un endroit où se loger coûte 30% moins cher, que par ailleurs vous faites pousser une partie de votre bouffe, bon, bah vous achèterez moins de fringues et moins de smartphones. Je ne sais pas si c'est très grave. Ce dont je suis intimement persuadé, c'est que le seul contexte dans lequel ce genre de choses est négociable, c'est si en face je vous amène de l'espoir. Dit autrement, je vous dégage le brouillard devant en vous disant quand même tu vas devant, là ça monte un peu, on va transpirer un peu. Mais je dégage l'horizon et on est sûr qu'on ne va pas tomber dans une crevasse. Je pense qu'il faut absolument tenir ce genre de discours, mais on en revient à ce que je viens de dire juste avant. Il faut être capable de faire la pédagogie du problème si on veut être capable de vendre l'effort face au problème. Ce que je crois aujourd'hui, c'est que dans la population française, une partie des gens ont confusément compris. Ils n'ont pas explicitement compris, ils continuent à tout confondre, ils ont quand même confusément compris que demain, ça n'allait pas être la répétition d'hier et qu'il allait y avoir des trucs bizarres. Bon. Donc je pense qu'aujourd'hui, quelque part, on n'est pas très loin de pouvoir commencer à accompagner ce mouvement. Déjà en expliquant, moi je sais que je ne me suis jamais fait sortir d'un endroit où j'expliquais les choses, y compris à des syndicalistes CGT. Enfin, quand on explique les choses et qu'on explique pourquoi effectivement il y a des difficultés devant nous qui ne sont pas liées à la mauvaise volonté de tel ou tel, mais qui sont juste liées à la façon dont le système s'est construit, en général les gens sont d'accord, enfin ont envie de discuter. Ils commencent à avoir envie de regarder qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Alors un truc qui revient systématiquement, c'est clair que c'est dans une privation générale, le mode de vie de Bernard Arnault est encore plus intolérable. Et ça, c'est vrai. Et c'est un vrai problème. Alors, il y a plusieurs manières de faire baisser la richesse de Bernard Arnault. Il y en a plein. On peut nationaliser sa boîte. Enfin bon, plein de manières. Bon. Je pense. Alors, je rebondis sur ce que je disais tout à l'heure sur les économistes qui ne réfléchissent pas dans le bon contexte. Il faut probablement réfléchir à des trucs comme ça. De même que tous les gens qui ont des pavillons de banlieue qui ne vaudront plus rien dans un monde à l'énergie contrainte. Parce que c'est quoi une banlieue? C'est la zone où vous allez mettre des gens qui sont indispensables à une activité de type urbain. Ce n'est pas des agriculteurs que vous mettez dans des pavillons de banlieue, c'est des employés de bureau. Hein. Donc vous mettez des gens qui font partie du système énergivore et qui, le jour où le système énergivore n'est plus là, font partie d'une agglomération qui n'a plus les moyens de trouver sa subsistance à l'extérieur et d'une agglomération qui est quand même trop dense, une banlieue, pour trouver sa subsistance en elle-même. Parce que ce n'est pas avec un jardin ouvrier de 50 mètres carrés que vous allez faire bouffer toute la famille toute l'année. Bon. Donc le pavillon de banlieue dans un monde en contraction énergétique, ma théorie, c'est qu'un jour il ne vaudra plus rien. Peut-être qu'il faudrait anticiper le truc en créant un fonds d'indemnisation pour propriétaires de pavillons de banlieue. Non mais, il y a tout à inventer dans ce monde-là, puisque c'est un monde qu'on n'a jamais connu. C'est une nouvelle planification qu'il nous faut. Bien sûr qu'il faut une planification. Pas avec des plans quinquennaux, mais c'est quoi l'horizon de temps 50 à 100 ans. Okay. Bien sûr qu'il nous faut une planification. Alors là, je redis un truc que j'ai dit tout à l'heure. Les Français sont les champions du monde de l'optimisation sous contrainte. C'est aussi le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest. La France est le seul pays communiste d'Europe de l'Ouest. On est un pays foncièrement égalitaire. Foncièrement égalitaire. Je veux dire, les gens, ça débecte mon voisin que je gagne 10% de plus que lui. Enfin, je veux dire, on est un pays foncièrement égalitaire. Alors, ça peut avoir des côtés horripilants, mais ça a aussi un énorme avantage face à la contrainte que je viens de décrire, parce que justement, on est un pays accessible à l'idée de collectif. On est un pays dans lequel la part des prélèvements obligatoires est très élevée, pas pour autant qu'on s'en porte plus mal, soit dit en passant. Hein. Moi, j'ai fait des petits calculs. Quand la dépense de santé et de retraite, parce que c'est essentiellement ça qui échappe aux prélèvements obligatoires dans les autres pays, passe directement dans le privé, les gens ne sont pas nécessairement en meilleure santé et ils n'ont pas nécessairement une retraite plus sympa. Donc l'idée qu'avec moins de prélèvements obligatoires, on se porte mieux, c'est de la foutaise de gens qui n'ont pas réfléchi plus loin que le bout de leur nez. Mais donc dans ce monde-là, on va avoir besoin d'un effort collectif extrêmement développé. Je le redis, on a une chance en France, c'est qu'on est accessible à ça. Beaucoup plus que les Américains qui sont perdus pour la cause pour l'éternité. Donc aujourd'hui, il faut qu'on ait l'ambition d'imposer notre façon de voir le monde aux Américains et pas l'inverse.
Mais vraiment, hein, je suis sérieux quand je dis ça. J'ai mis 20 ans à me faire à cette idée, mais je le pense. J'ai vécu aux États-Unis quand j'étais étudiant, donc je viens de très loin. Mais je le pense vraiment, ce que je viens de dire. Et il va donc falloir inventer une planification. Il va donc falloir inventer la façon de dégonfler le système, et on va avoir un débat très douloureux sur la question démographique. Parce que, alors là, je vais peut-être en choquer quelques-unes et quelques-uns dans cette salle, je pense que le débat du moment sur la PMA est surréaliste. Parce que dans un monde peuplé de 8 milliards d'habitants, se demander comment je peux rajouter des êtres humains sur Terre ne me semble pas être la première priorité. Mais vraiment, je pense qu'on se prépare juste à faire des gens qui sont malheureux. Donc aujourd'hui c'est l'exact inverse qu'il faut faire, et je vais reprendre le propos d'un père jésuite que j'adore qui s'appelle Gaël Giraud, voilà, qui a une vidéo. Faut mesurer ce que ça veut dire chez un jésuite, ce qu'il a dit, hein. Enfin chez un catho, hein. Il y a une vidéo de lui qui tourne sur internet, donc vous pourrez aller vérifier, dans lequel il dit l'aide au développement en France, et il était chef économiste de l'Agence française de développement quand il a dit ça. On peut vous dire que vraiment Gaël a dit les 3 priorités que devrait avoir l'aide au développement aujourd'hui, les 3 uniques priorités devraient être l'éducation des femmes, le planning familial et les systèmes de retraite. C'est-à-dire tout ce qui permet de contenir la démographie de façon, j'ai envie de dire, raisonnablement douce. D'accord ? Il faut se concentrer sur ces 3 trucs-là, et on oublie les ponts et les routes et les aéroports et les machins, tout ça, on fait une croix dessus. Bon. Alors, un peu de développement agricole, dans la mesure où c'est compatible avec une démographie qui se calme. Voilà. Sinon, le problème, il est juste... Bon, il se trouve que mon information de première main sur les soirées chez vous revient tout juste d'un stage à Madagascar de terrain où elle a compté les zébus. Le zébu, c'est le capital du paysan malgache, hein. Eh bien, c'est très simple ce qui se passe là-bas. La population croît. Vous n'êtes pas un homme si vous n'avez pas défriché votre parcelle, et donc les gens vont couper la forêt. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça? Bon. La seule chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer de changer le schéma dans lequel la population croît indéfiniment. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Donc, mais c'est un débat difficile. De même qu'en France, on va avoir un débat sur les allocations familiales, etc. C'est des débats difficiles, mais il faut les avoir, parce qu'à mon avis, ne pas les avoir, c'est pire. C'est la régulation involontaire du système. Et je rappelle aux agros qui sont dans cet amphi que les populations animales n'ont que 2 modes de régulation naturelle, hein, c'est la famine et la maladie. Vous vous rappelez, hein, la famine et la maladie. Alors la guerre, c'est un accélérateur de la famine et de la maladie. C'est en général ça qui fait des gros dégâts dans une guerre, c'est que les gens n'ont plus à bouffer et qu'ils n'ont plus la possibilité de se soigner. Les morts directes dans le conflit, je vous rappelle que la Première Guerre mondiale a fait moins de morts que la grippe espagnole qui a suivi. Et dans les morts de la Seconde Guerre mondiale, vous avez énormément de morts chez les civils, qui sont des gens qui sont morts de faim et de maladie. Énormément. Donc, donc ne pas accepter de regarder en face ce problème-là, c'est signer pour le fait que la famine et la maladie et les guerres, à cause des tensions, règlent le problème à notre place. Je pense que c'est mieux d'avoir un débat sur les allocs, quoi.